Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'économie sociale et solidaire sans jamais oser le demander, eh bien, elle a sa semaine, ce sera fin mars et on va d'ores et déjà en parler avec Sylvie Mselem. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité législative et programmes d'éducation civique et option droit aussi. Après s'être prononcé sur les lois retraite et immigration, le Conseil constitutionnel se penche sur le RIP. Cécile vous dit tout sur son rôle de gardien de notre Constitution qui par ailleurs vient de changer. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, pédagogie encore avec ce zoom sur les forest schools et puis rendez-vous en fin d'émission avec le conseil de famille de Candice Anzel, comment les parents peuvent favoriser et renforcer l'estime de soi. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. ESS, économie sociale et solidaire. Depuis 10 ans tout juste, la loi reconnaît cette façon d'entreprendre qui se caractérise par, je cite, un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices par une gouvernance démocratique. Ce vaste secteur recouvre des milliers de structures qui servent donc la communauté et non pas les actionnaires. L'Éducation nationale lui dédie chaque année une semaine. Elle aura lieu du 24 au 30 mars et elle est co-organisée par l'Office central de la coopération à l'école et par l'ESPER, dont nous avons le plaisir de recevoir la déléguée nationale Sylvie Mselem. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas déroulé le sigle ESPER, je me suis dit que vous feriez mieux que moi. Oui, alors c'est l'économie sociale partenaire de la République, l'ESPER. Et si on présente l'ESPER au-delà de ça, c'est en fait une fédération impressionnante d'ailleurs d'organismes de l'économie sociale et solidaire en général. Alors c'est une association, Ouais. 1901, qui fédère 41 organisations qui œuvrent dans les champs de l'éducation et de l'économie sociale et solidaire. Donc on a des associations. Quelques exemples. Arroeven, FCPE, Ligue de l'enseignement, des mutuelles, la MAIF, la MGEN, des coopératives comme la CASDEN et des syndicats, tous les syndicats FSU, CFDT, UNSA. Et donc c'est cette association de ces 41 organisations qui se sont regroupées au sein de cette association. Au profit de l'ESS, j'ai essayé de résumer très très vite en prenant un extrait de la loi, mais si on devait, de manière un peu plus élaborée, dire ce que c'est que cette économie sociale et solidaire. Alors, on n'a pas 4 heures devant nous. Non, donc on va essayer mais on va quand même y aller. Mais on va quand même détailler un peu. On va essayer d'être synthétique et pédagogique, je crois. Donc, on peut dire, comme vous l'avez dit, que depuis la loi de 2014, on reconnaît un mode d'entreprendre et de développement économique différent. Et en gros, pour être plus explicite, ça veut dire qu'on crée un bien et un service au sein d'organisations. Donc on peut avoir une entrée par statut, pour expliquer, au sein d'organisations qui sont des associations, des mutuelles, des fondations, des coopératives, mais qui surtout ont des valeurs et des principes, parce que même certaines associations pourraient ne pas répondre à ces valeurs et ces principes que je vais vous expliciter. La première, c'est qu'on dit que finalement, l'organisation doit avoir une utilité sociale. Alors, il y a une multitude de définitions de l'utilité sociale. Eh oui, parce que beaucoup de choses ont une utilité sociale. Voilà. Donc, moi, je m'appuie, j'assume ce point de vue sur la définition de Jean Gadret, qui a beaucoup travaillé sur les indicateurs. Et je dis finalement, au-delà de la production d'un bien et d'un service qui est destiné à des usagers individuels, pour une organisation de l'économie sociale et solidaire, l'objectif explicite de la production de ce bien, ce serait de contribuer à la cohésion sociale. Donc ça veut dire réduction des inégalités, à la solidarité dans des espaces différents, locaux, nationaux, internationaux, la sociabilité et enfin l'amélioration des conditions collectives de développement humain durable, c'est-à-dire la santé, ça veut dire quoi? Oui. L'éducation, Voilà. L'environnement. Donc est utile socialement pour moi si on répond aux différents éléments que je viens de vous expliciter. Et ce qui est important aussi, c'est que toutes ces organisations sont censées être gérées de manière particulière, plutôt par des voies de coopération et de démocratie que, comme certaines grandes entreprises, ou moins grandes d'ailleurs, avec un board qui décide tout et des actionnaires qui récupèrent l'argent à la fin. Tout à fait. Donc le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle la gouvernance démocratique. Ça veut dire, si je prends un exemple que je connais bien, pour avoir bien traversé les associations, on essaie de se dire que la pluralité des points de vue au sein d'un conseil d'administration. Mais pour cela, pour qu'il y ait gouvernance démocratique, il faut quand même des conditions. Il faut qu'il y ait une transparence dans la diffusion de l'information. Ça permet de prendre des décisions, on va dire,
en prenant en compte tous ces points de vue, en les discutant, voire en les votant. Alors, on donne toujours l'exemple de manière un peu rapide de la coopérative, mais elle a cette vertu de dire, en fait, finalement, peu importe ce que j'amène au capital, une personne égale une voix. Donc, ça veut dire que toutes les voix, tous les échanges comptent. C'est quand même le fil tendu, le fil de cohérence de tout ce secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est l'idée que l'humain prime sur à la fois l'outil de production, ce qui est produit, le bénéfice, etc. On pense l'humain avant tout et la cohésion entre les humains. Exactement. C'est-à-dire que le but recherché, par exemple, quand on intervient dans un établissement scolaire, de manière très basique, on dit aux élèves, l'idée, c'est pas de faire de l'argent, c'est-à-dire c'est pas de multiplier les biens de consommation. L'idée, c'est de répondre à un besoin dans les territoires par rapport à ce que vous dites. L'humain, les personnes, l'idée, c'est pas d'augmenter les profits. Et on produit du bien commun. Depuis 2017, plus de 20 000 élèves et équipes éducatives, je crois, et des milliers d'acteurs et actrices de l'ESS ont participé à cette semaine de l'ESS qui aura lieu donc dans quelques jours. Ça commence le 24 mars. On va continuer à en parler avec Sylvie Mselem, mais notamment voir ce qui se passe pendant cette semaine après l'anti-sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Consacrer cet anti-sèche aujourd'hui au Conseil constitutionnel. On en entend, il faut dire, beaucoup parler ces derniers temps. Oui, d'abord avec la réforme des retraites, puis avec la loi immigration. Je rappelle qu'en janvier dernier, le Conseil constitutionnel a censuré 32 articles de la proposition de loi qui lui avait été présentée. Et il va être bientôt saisi de nouveau. Oui, alors il doit statuer sur la recevabilité d'un référendum d'initiative partagée lancé par les parlementaires du groupe Les Républicains. Ces parlementaires veulent demander aux Français s'ils sont d'accord ou non avec l'ajout de nouveaux articles, toujours dans cette loi immigration. Un référendum d'initiative partagée, un RIP, c'est donc un référendum qui n'est pas lancé par le président, comme habituellement, voilà, mais il faut au moins... Il est 1/5 des parlementaires. Donc ça fait combien ? Et bien là, en l'espèce, ça fait 185 signatures. D'accord. Les LR les ont obtenues. Ils en ont même obtenu 187. Donc c'est bon, ils peuvent tenir ce référendum. Mais avant tout, le Conseil constitutionnel doit étudier ces nouveaux articles de loi pour voir s'ils sont conformes à la Constitution. Et s'ils ont le feu vert, ils pourront faire ce référendum. Et donc, dans ce cas-là, le référendum, pour qu'il passe, si on peut dire, doit récolter 5 millions de voix. Ce serait une première parce que jamais un tel référendum ne s'est tenu en France. Et donc, sinon, on a bien compris le rôle du Conseil constitutionnel dont vous nous parlez aujourd'hui, c'est de vérifier la conformité des lois avec la Constitution. Oui, il veille également sur la bonne tenue des élections présidentielles et des référendums dont il proclame les résultats. Président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Exactement, 10 sur 10, j'aime bien dire ça. Oui, depuis 2016. Alors dans ce Conseil, il n'y a pas que lui. Il y a un président, mais il y a 8 autres membres. Ils sont désignés par le président de la République, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Ce qui pose un petit peu la question de la neutralité. Tous les 3 ans, ces membres sont renouvelés d'un tiers. Le mandat n'est pas renouvelable et les anciens présidents de la République en font partie de fait. Il y a quand même quelques très grands juristes. Badinter, qui est mort il n'y a pas très longtemps, avait présidé le Conseil constitutionnel et raconté d'ailleurs comment il avait été amené à censurer des lois avec lesquelles par ailleurs lui-même était plutôt d'accord politiquement, ce qui veut dire quand même qu'il y a une relative neutralité malgré tout ça. Mais ce Conseil, il est saisi donc sur une question de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation. Ça a été le cas pour la loi immigration. Elle a été votée, pas promulguée. Entre-temps, il a été saisi cette fois par le président de la République. Mais aussi, il peut être saisi par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, et il peut être aussi saisi par un groupe de 60 députés et 60 sénateurs. Le Conseil a un mois maximum pour se prononcer, et même 8 jours en cas d'urgence. La décision doit être prise par 7 des 9 membres, et s'il n'y a pas majorité, c'est la voix du président du Conseil qui tranche, en fait. Et alors, une des nouveautés, c'est nouveau depuis un peu plus de 10 ans, c'est que vous et moi, on peut aussi le saisir avec la QPC. Le QPC. La QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. C'est que tout le monde peut contester. Alors, cette fois-ci, c'est après la promulgation de la loi. Donc, une personne qui voudrait contester une loi, mais donc après sa promulgation, peut aller devant un tribunal. Et si elle considère que cette loi va à l'encontre des droits et des libertés protégés par la Constitution. Le Conseil constitutionnel qui est bon en communication et qui a mis en ligne un site de ressources pour les 8-18 ans. C'est le site découvrons notre constitution.org. Sur la page d'accueil, on peut comprendre la Constitution facilement et rapidement. On va dire tout un programme. Voilà, il y a beaucoup de documentation aussi sur ce site. Oui, il y a des actus, il y a une visite virtuelle du Conseil qui se trouve dans le 2e arrondissement à Paris, des ressources pédagogiques pour les enseignants, comme une fiche sur comment la Constitution organise la vie de la France, ou la Constitution dans ta vie quotidienne. Et il y a même un quiz.
Elle adore les quiz. J'adore les quiz. Faites attention, c'est dur, on va se faire quizer. Je vais vous faire un quiz SS. J'adore ça. Alors, je sélectionne 2 questions pour pas que ça prenne trop de temps. J'ai pris le niveau expert, j'espère que vous allez répondre. De quand date la première constitution française? 1791, 1791 ou 1891? Alors, 1791. Ok. Vous voulez pas jouer? Je vous je laisser lui. Vous auriez fait juste. Je pense. Sans tricher. Et ensuite, quel terme désigne les 4 textes auxquels se réfère le Conseil constitutionnel pour juger qu'une loi est conforme? Il s'appelle le socle de la constitutionnalité, le bloc de la constitutionnalité ou le bloc de référence? Bloc de référence. Non? Ah, but raté, dommage. Constitutionnalité. Bravo. Alors c'est composé, donc ces 4 textes, c'est l'intégralité de la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Merci beaucoup. En janvier dernier, on le précise également, est sorti une BD qui s'intitule « Dans les couloirs du Conseil constitutionnel ». C'était chez Glénat. BD signée Marie Bardio-Vaillante et Gali. Et bloc de constitutionnalité, moi je sais parce que quand je dis qu'ils sont bons en marketing, il y a une petite boutique en bas du Conseil constitutionnel, dans les jardins du Palais Royal, où ils vendent plein d'objets rigolos. Et ils vendent notamment un bloc-notes qu'ils appellent bloc de constitutionnalité. Voilà. Ils sont drôles, hein. Ils sont drôles. J'ai oublié comment s'appelait le parapluie. Principe de précaution, je crois. On se retrouve pour la récré? Avec plaisir. Sylvie Absalem. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, défend des valeurs comme la démocratie, la durabilité, la solidarité, la coopération. Elles ne sont pas toujours vécues au quotidien par les élèves, ce qui peut d'ailleurs parfois produire des petits hiatus. Cette semaine, néanmoins, de l'économie sociale et solidaire qui commence le 24 mars. Sylvie, en quoi consiste-t-elle? Alors cette semaine, elle permet de mettre en lumière des actions qui sont faites dans les établissements scolaires. On va dire qu'il y a 2 niveaux pour être complètement honnête. Il y a des actions qu'on met en place tout au long de l'année avec un niveau d'exigence qui est relatif à la méthodologie de projet de l'économie sociale et solidaire. Donc on demande aux élèves justement de monter un projet par rapport à des besoins qu'ils identifient. Parce que l'idée, justement, c'est pas de faire ce que je vous ai fait avant, la transmission de principes de manière très descendante et académique, mais on fait le pari à l'espère de dire... Parce qu'ils vont éprouver quelque chose, parce qu'ils vont agir véritablement, ils vont savoir de quoi ils parlent, parce qu'ils auront monté un projet d'économie sociale et solidaire. Vous avez 1 ou 2 exemples? Ils essaient de résoudre des problèmes en fait, à portée de leur vie, autour d'eux. Oui, et puis avec des outils pédagogiques qu'on a produits, donc des petites cartes où on leur dit, au lieu de venir nous, avec une idée de projet ou l'enseignant, on leur dit, vous, par rapport à ce que vous identifiez là dans votre territoire, quels seraient les besoins? Un exemple concret, je suis allée voir près de Lyon, une petite commune rurale de Saint-Chef, où finalement ils ont monté ce qu'ils appellent véloscopie, c'est-à-dire ils prennent des vélos usagés, ils recyclent, donc sensibilisation au développement durable, et ensuite ils les vendent ou les donnent à des associations ou à des personnes en difficulté. Pour une fois, on arrive à articuler la question de la justice sociale et de la justice environnementale. C'est chouette ça. Mais après, on peut leur dire, voilà, vous avez pris les décisions dans le cadre d'une gouvernance démocratique, vous avez un projet d'intérêt général, il n'y a pas de lucrativité, ou en tout cas elle est limitée, mais avant ils l'ont éprouvé. Et aussi la manière de faire par rapport à ces projets-là, c'est que même spatialement, on n'est pas là à expliquer, on bouge les tables, ils sont en petits groupes, on crée des éléments de la coopération. C'est une pédagogie très participative. Je citais l'OCCE qui participe à cette semaine, créée en 1928, autour de la même inspiration que Freinet. Tout ça, ça porte quand même une autre façon d'apprendre. Oui, on est dans quelque chose d'horizontal et c'est là où ça vient articuler les valeurs de l'économie sociale et solidaire et je dirais aussi les valeurs de l'éducation populaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, effectivement, on est dans une autre manière de faire. Et ce dont on se rend compte quand on... Parce qu'on pourrait moi, je pourrais vous dire c'est super ce qu'on fait, mais on a quand même essayé d'objectiver ce qu'on fait. Donc on a fait cette fameuse étude d'impact. Sur les actions de l'ESPER, qu'on appelle cette action où il y a un niveau d'exigence important, mon entreprise sociale et solidaire à l'école. Et on se rend compte, parce qu'on interroge les élèves et les enseignants avant d'être passés à la moulinette du projet et ensuite après, et ils partagent les deux, que ça améliore le climat scolaire, qu'ils ont véritablement travaillé ensemble et surtout que les élèves, ceux dont on dit qu'ils ont de bons résultats scolaires, ceux qui sont performants et les autres moins bons, comme ils vont être à des places différentes dans cette façon de faire, ils vont pouvoir se révéler. Et ça rebat les cartes. Exactement.
Oui, et on Du côté apprend des différemment. enseignantes et des enseignants aussi, j'imagine, parce que ce n'est pas non plus forcément des façons d'enseigner les plus répandues ou les plus quotidiennes dans notre pays. Alors, c'est les enseignants et les enseignantes et les équipes éducatives qui s'inscrivent et pour participer à la semaine de l'ESS à l'école et pour mon entreprise sociale et solidaire à l'école. Et 98% d'entre elles ou d'entre eux, des enseignants, disent après cette expérience, on voudrait être formé véritablement aux pédagogies coopératives. Et voilà, qui sont quand même pas majoritaires, malgré l'ancienneté de l'OCCE, malgré l'ancienneté de ces idées d'enseignement coopératif. C'est effréné. Il y a un principe fondateur de l'ESS qui est faire ensemble, c'est mieux. Dans tout ce que vous nous décrivez, ils travaillent en équipe. Ils essayent de résoudre ensemble un problème. Ça aussi, c'est quand même orthogonal par rapport à la façon de faire majoritairement à l'école, où on travaille de manière très individuelle, voire compétitive. Donc vous amenez quand même d'autres valeurs dans les écoles. Mais c'est de se dire, c'est pour ça que ça dépasse aussi que la présentation, en tout cas pour moi, de l'économie sociale et solidaire. Pour moi, le projet de l'ESPER, cette semaine, en partenariat avec l'OCCE, c'est de dire, au travers des projets qu'on éprouve en faisant des actions d'économie sociale et solidaire, moi, ma finalité, le projet politique pour moi de l'ESPER, c'est d'émanciper ces jeunes. Ah ben on va par en parler rapport alors. au déterminisme. Du projet politique et de l'émancipation et de l'ESPER, qui est donc cette association qui réunit 41 organisations qui agissent dans le champ de l'éducation. Vous en avez listé quelques-unes, des mutuelles, des assos, des coopératives, des syndicats. Sylvie Mselem en est la déléguée nationale. On la retrouve après la récré. Cécile, rebonjour. Bonjour. Vous nous refaites un petit quiz dans la récré ou non? Non, sage. Super. Pas de 2 heures. École buissonnière en revanche. Un petit peu. Allez. Pas vraiment, un petit peu. Je vous parle des forest schools. Forest, comme Forrest Gump. Forest school comme école de la forêt, en fait. D'accord. Oh là là. Bon, ou alors comment apprendre en allant se balader dans la forêt. C'est pas mal comme programme, chouette. non? Parce que quand on fait une cabane, non seulement on a besoin de clous, mais on a besoin de mathématiques. On peut apprendre les fleurs, on peut apprendre les couleurs, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre à écrire son nom en sable ou en bâton. C'est formidable. Il y en a beaucoup en France de ces écoles dans la forêt? Non, ça, c'est pas légion. C'est nordique, non, je crois. Oui, en fait, on dit qu'on a une trentaine en France. Ouais. On est très à la traîne par rapport aux autres pays européens. On est vraiment au balbutiement. Il faut savoir qu'au Danemark, les jardins de la forêt, ça s'appelle comme ça, ont vu le jour dans les années 50 et c'est quasi institutionnalisé aujourd'hui. Quelques 20% des classes de maternelle font ainsi l'école en pleine nature, été comme hiver. Nous sommes au Danemark quand même, hein. Pauvres enfants. En Allemagne, on en compte 2000. Vous savez qu'ils se couvrent. Oui, c'est vrai, on a le droit de se Moi, couvrir. j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps là-dessus. Il dit c'est pas un sujet en fait. C'est intéressant. Ouais. Je vous jure. Non, mais il le dit, c'est pas. On peut s'habiller chaudement, effectivement. Exactement, un bon peu. Donc en Allemagne, on en compte 2000 et au Royaume-Uni, environ 700. D'accord. Pas de On se commentaires couvre sur la aussi. météo en Angleterre, si quand même, Si, on ça se m'aurait couvre étonné. aussi. Et donc tout ça a des effets extrêmement bénéfiques sur les Et apprentissages. bien sûr, parce qu'en fait, selon les partisans, les écoles de la forêt auraient des bienfaits pour la santé physique, sur la motricité, évidemment, sur le stress, sur l'anxiété. Et c'est formidable. Bon, si je veux pas faire toute mon école dans la forêt, je peux quand même intégrer la forêt à des projets plus traditionnels. Oui, alors, il y a d'autres initiatives qui sont un petit peu équivalents. La Fédération nationale des communes forestières développe le programme qui s'appelle « Dans 1000 communes, la forêt fait école » pour sensibiliser les plus jeunes. En général, ce sont des CM1, CM2. Aux enjeux forestiers, ce programme propose de confier à des enfants une parcelle de la forêt de la commune. C'est joli. Chaque école choisit les activités qu'elle souhaite mettre en place. Donc ça peut être plantation d'arbres, production d'une pépinière, on peut penser à l'installation de nichoirs, création de sentiers découvertes, bref, tout ce qu'on veut. Et à la fin de l'année, elle transmet la parcelle au suivant. Et donc pour l'instant, elles sont plutôt 145 écoles à le suivre, pardon pour la liaison. Donc les buts, c'est d'en avoir 1000, mais voilà, ça se développe. Ils ont corrigé, ils ont pardonné. Merci. Passionnant, merci beaucoup. Merci d'avoir amené un petit peu de verdure et de forêt sur ce plateau. Vous chantez pas, mais vous faites le... Ok, super. Merci beaucoup, Sylvie Mselem, Grand Oral. L'économie sociale et solidaire en France, ce sont 13 millions de bénévoles, 2,3 millions de salariés, 5 000 créations d'entreprises chaque année. Et au total, 164 000 entreprises, associations, coopératives, mutuelles, fondations. Bref, tout cela représente, et j'arrête avec les chiffres, allez, si vous devez en retenir un, vous retenez celui-ci, un peu plus de 10% de l'emploi salarié en France. Et cette semaine de l'ESS, elle sert aussi à cela, à promouvoir les métiers. 750 000 emplois sont en effet à renouveler dans les entreprises de l'ESS d'ici 2025. Il y a donc dans cette semaine aussi une dimension, Sylvie, d'accompagnement à l'orientation. Par quoi passe-t-elle ?
Mais justement, le fil conducteur, on pourrait dire, c'est que si j'ai fait l'expérience, moi, au collège et au lycée, par exemple, moi, un élève, de ce que c'est qu'un projet d'économie sociale ou solidaire, j'ai peut-être travaillé en partenariat avec une association bénévole parce que j'ai organisé une banque alimentaire. Ben, finalement, c'est toujours pareil, c'est en faisant qu'on apprend, donc je vais percevoir un périmètre de structure que peut-être je n'avais pas connu. Je vais savoir ce que c'est qu'une association, la coopérative, et peut-être que je peux m'y projeter. Et dans l'étude d'impact qu'on fait, on demande aux élèves, est-ce que ça vous intéresserait finalement, parce que vous avez vécu ce projet en classe avec vos collègues et vos enseignantes et enseignants, de travailler ou de faire un stage dans l'économie sociale et solidaire. 38% d'entre eux, après avoir vécu cette action, souhaitent faire un stage, 31% travailler dans l'ESS et 28% créer une entreprise. Alors c'est déclaratif et on n'en sait rien a posteriori. Mais ce sont de vrais chiffres quand même. Voilà, c'est déclaratif. Et là, justement, on essaie de travailler un peu avec une méthode objectivée qui se rapproche de l'université pour interroger des élèves a posteriori qui seraient passés par cette moulinette de nos actions pour voir, non pas de manière tangible s'ils sont devenus directrices d'une association, mais qu'est-ce que ça leur a permis, quel champ des possibles ça a ouvert, d'où le fait quand même, ce que je vous disais, qu'on émancipe peut-être ou on affranchit ces élèves de leur déterminisme, origine sociale, origine ethno-raciale, dans une école où la ségrégation sociale est quand même très forte et où on est quand même encore aujourd'hui dans une école qui reproduit les inégalités sociales. Vous avez vu les résultats de l'étude PISA. Absolument. À notre échelle, tout ça, hein, c'est petit, ce qu'on fait. Mais ça va grandir. Oui. Mais si je pose cette question de ça va grandir, c'est que l'ESS, elle existe depuis longtemps, puisque les activités dont on parle, des coopératives, des mutuelles, etc., elles n'ont pas attendu la loi de 2014. Elle a été inscrite dans la loi, elle a même parfois un secrétariat d'État, parfois pas exactement. Enfin bref, c'est Olivia Grégoire qui a été ministre de l'ESS à un moment donné. Elle disait d'ailleurs, l'ESS apporte des réponses aux cas de conscience que nous posent des excès de l'économie capitaliste et mondialisée. Mais c'est une formation un petit peu ambiguë parce que finalement, ça peut aussi vouloir dire, bon, on garde notre économie prédatrice, mondialisée, génératrice d'un certain nombre de ces inégalités dont vous parliez, et puis on a, j'allais dire, la zone bonne conscience, là, les 10% de l'ESS. Est-ce que c'est pas un souci? Est-ce que c'est pas une béquille aussi, l'ESS? Oui, ça dépend. C'est pour ça que c'est hautement politique. Souvent, quand vous commencez à aller dans des réunions avec une technicité accrue nécessaire, mais au service quand même d'un projet politique, moi, l'espère souhaiterait que ça ne devienne pas le modèle alternatif, mais le modèle dominant. C'est pour ça qu'on a intitulé la CES cette année. Elle a à chaque fois une thématique ou pas, d'ailleurs, un titre. On a voulu collectivement l'intituler « Agissons pour une économie plus juste, plus durable et plus solidaire ». Et pour être complètement transparente avec vous, lorsqu'on réfléchissait avec le titre, il y en a qui disaient « Agissons pour l'économie de demain ». Moi, je me dis, elle n'est pas de demain, elle est aujourd'hui, cette économie. C'est elle qui devrait s'imposer par rapport à ce qu'elle met en avant, ce que vous disiez avant, au service de l'humain, dans l'idée que chacun y trouve sa place, de manière coopérative, démocratique. Mais bon, on est quand même loin du compte. Vous dites on représente 10% du PIB, mais c'est un modèle économique viable dans ce qu'il permet de faire, c'est-à-dire du développement durable, lutter contre les injustices sociales et les inégalités, mais il est quand même alternatif pour l'instant. Sylvie, vous avez mentionné vous-même le fait que ça fait longtemps que vous êtes dans ce secteur de l'ESS. Comment vous l'aviez découvert? Alors, il n'y avait pas encore la semaine de l'ESS quand vous étiez à l'école. Oh là, alors là, c'est plus personnel. Ouais, c'est la dernière question, on peut se dévoiler un peu. On peut se lâcher. Parce que je vous pose la question, parce que vous, d'abord, vous l'avez dit, puis vous en parlez enfin, vous êtes habité par le sujet quand même, vous en parlez avec conviction. Moi, j'ai commencé très jeune à donner des cours d'alphabétisation et des cours de soutien scolaire à Marseille, dans le centre-ville ancien, auprès des personnes étrangères et des femmes qui venaient aussi étrangères pour les alphabétiser. J'avais 17 ans. Donc la conviction... Vous êtes tombé dans la marmite toute petite. Oui. Et c'est vrai, Marseille, il y a un très beau tissu associatif. Oui, ça c'est l'image, très dense. Après, il fonctionne plus ou moins bien. Ouais. Oui. Non, mais il existe quand même, bien sûr. Oui. Et puis la réalité démographique de cette ville, les couches différentes des vagues migratoires font qu'il y a peut-être une acuité à qui le voit. Parce que moi, je voyais beaucoup de personnes âgées immigrées dans les bancs du centre-ville, mais je les voyais, ils semblent pourtant invisibilisés pour d'autres. Ouais. Voilà.
Et ce centre-ville de Marseille qui n'est pas moins, qui pose pas moins de questions d'ailleurs que les quartiers nord dont on parle tout le temps de ce point de vue-là. Sylvie, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Oui. On va parler de l'estime de soi et des jeunes. Ça favorise l'estime de soi de faire de l'ESS. Bien On sûr. se sent mieux à la fin. Vous allez voir, on va voir les conseils de Candy Sanzel aussi. Cécile, merci beaucoup. Conseil de famille, Candy Sanzel. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candy Sanzel. Candice, bonjour. Bonjour. Afin de devenir un adulte bien dans ses baskets, un enfant a besoin d'être conscient de sa propre valeur, de s'aimer tel qu'il est. Alors, soit il participe à la semaine de l'économie sociale et solidaire, qui aura lieu à partir du 25 mars. Mais les parents peuvent aussi s'en mêler. Ils peuvent favoriser et renforcer l'estime de soi. Bah oui, parce que souvent, les enfants, en fait, ils disent je suis nulle en maths, j'y comprends rien, je suis moche de toute manière, je suis grosse, puis de toute manière, personne ne m'aime. Quand l'enfant se dévalorise et nous partage en fait ses ressentis, nos premières réactions vont souvent être justement de le rassurer, de contredire ce qu'il dit, voire de nier ce qu'il ressent. Mais non, enfin, t'es super fort, c'est juste cet exercice que t'as pas compris. Mais tu te regardes dans la glace ou quoi? Regarde-toi comment t'es magnifique. Et on va souvent donner des conseils, essayer de trouver des solutions pour lui. Mais en réalité, eh bien, ce genre de réaction ne va pas forcément l'aider à surmonter en fait son manque d'estime. Parce qu'à ce moment-là, votre enfant, il cherche pas à être rassuré par vous. Non, il cherche juste à déposer quelque chose. Il cherche juste à ce que vous soyez là, dans l'écoute et le lien pour lui. Alors, comment elle se construit, cette estime de soi? Alors en fait, l'estime de soi, ça représente le jugement et la perception qu'on a de sa propre valeur. Donc elle s'appuie sur 3 dimensions différentes. Déjà, il y a l'amour de soi. L'amour de soi, c'est le fait de s'aimer inconditionnellement, malgré ses défauts, ses échecs et ses limites. Ensuite, il y a l'image de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi, mais aussi que l'on renvoie aux autres. Et enfin, la confiance en soi, qu'on confond souvent justement avec l'estime de soi, qui est le sentiment d'avoir des capacités et des ressources pour surmonter les difficultés et les défis de la vie. On résume? Alors, pour résumer, c'est donc être conscient de sa propre valeur, être fier de ce qui on est et avoir une bonne appréciation de soi-même. En fait, l'estime de soi, elle se construit dès la naissance avec le sentiment d'être accepté, aimé et respecté par ses parents. Puis elle continue de se développer vers 3-4 ans à l'école avec les interactions justement avec les enfants, les camarades, les équipes éducatives. Et alors, sachez qu'on peut tout à fait avoir une super estime de soi sociale, par exemple, et des résultats scolaires catastrophiques. Et l'inverse, c'est également vrai. Ouais, ce qui peut amener à dire « je suis nul en maths », alors qu'en fait, on n'a pas forcément un problème d'estime de soi, c'est que juste qu'on est effectivement nul en maths. Comment on repère un enfant qui a une bonne estime de lui-même, justement? Alors, lorsqu'un enfant a une bonne estime de lui-même, en fait, il s'accepte tel qu'il est, il a conscience de sa propre valeur et il a une image positive de lui. Donc, il n'a pas besoin, en fait, de plaire à tout prix et il n'est pas à l'affût, en fait, de ce que les autres pensent de lui spécialement. En revanche, un enfant qui a une mauvaise estime de lui, eh bien, il va être plus sensible, en fait, aux marques d'acceptation. Il aura un besoin constant d'approbation, de validation des autres et ce qui fait qu'il va craindre, par exemple, de ne pas avoir le bon look, de ne pas avoir la bonne marque, d'être rejeté. Si, par exemple, il n'est pas invité à un anniversaire, mais il sera dévasté. Ouais, bien sûr. Il va être très sensible à la critique. Il va chercher à plaire, même s'il se va d'ailleurs à l'encontre complètement de qui il est. Il aura du mal à prendre des décisions par lui-même. Donc, c'est un enfant, comme on l'a vu, qui aura toujours tendance à se dévaloriser constamment et qui se sentira souvent aussi incapable de faire de nouvelles choses par crainte de l'échec. En 1 minute, est-ce que vous avez quelques trucs et astuces? Allez. On encourage les efforts, mais pas seulement justement les résultats, en félicitant les tentatives et les progrès, même si les résultats d'ailleurs ne sont pas là. On va lui apprendre que l'échec, c'est vraiment, ça fait partie de la vie et que c'est une super opportunité d'apprentissage. Vous vous souvenez de mon mantra, quand on se plante, on pousse. On évite toute comparaison sociale ou scolaire, frères et sœurs, amis, etc. On célèbre évidemment les talents naturels de l'enfant en mettant les accents sur ses compétences à lui spécifiques. On pratique une communication positive en utilisant des mots encourageants et des commentaires constructifs, mais attention, on n'en rajoute pas non plus, on a compris. Exactement. Ça. Ouais. On aide son enfant à comprendre et exprimer ses émotions. On lui montre aussi comment modéliser notre façon de faire dans les domaines où nous, on a confiance en lui pour qu'il puisse reproduire. On évite les commentaires négatifs, évidemment, sur l'apparence physique et on encourage une attitude saine envers le corps et la santé. Et surtout, on encourage la prise de risque calculée en soutenant dans l'exploration de certaines activités et on favorise l'autonomie, la responsabilité. C'est-à-dire qu'on l'emmène... Je vais beaucoup mieux quand je vous écoute. C'est vrai. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Je revis mon enfance. Donc du coup, quand on va, par exemple, avec lui au supermarché, on va lui dire, voilà, je te fais confiance, trouve-moi 5 tomates bien fermes et voilà. à peu près de la même taille. Et il va se sentir en fait responsable, il aura une mission, il sera heureux de la Et faire. il trouvera des bonnes tomates. Alors il peut y avoir, merci beaucoup Candice, d'autres missions, celles qu'on remplit dans le cadre de l'ESS. 25 mars jusqu'au 30, c'est cette semaine de l'éducation sociale et solidaire. Plus de 9000 élèves l'année dernière avaient participé. Oui.
Donc hop, on y va et on se passionne pour ce secteur qui le mérite bien. Merci en tout cas Sylvie MCLM, bravo à l'ESPER pour tout ce travail. Candice, merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Eva Troller au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et à la réalisation Théo Bosca. Vous restez sur School TV, vous nous trouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.